Aujourd'hui, je vais vous faire une confidence. Je n'aime pas le mot de résilience. Je ne l'aime pas. Je pense qu'il a fait son temps. On n'est pas résilient. On repousse les nuages, on repousse les orages, on perce l'horizon. On n'est pas résilient, hein. On lutte contre la faim, contre les cauchemars. On lutte contre la mort. Je pense que vraiment, résilience a fait son temps. Je lui préfère le mot de magie. Parce qu'on est magique, en fait. On est magique quand on se soulève. On est magique quand on voit à nouveau le ciel redevenir bleu. Quand on demande justice. Quand on exige la joie qui nous est due. Je suis Kiémis. Et bienvenue dans Rends la joie. L'émission qui va chercher la joie avec les dents. Aujourd'hui, je suis ravie de t'accueillir, Gabriel. Gabriel Souleika, tu es historien de formation, tu es écrivain, tu as écrit plusieurs livres, tu es aussi réalisateur et tu t'intéresses particulièrement à la question des populations afrodescendantes, de l'esclavage, de la traite négrière. Est-ce que tu as envie de nous parler un petit peu de ce dont tu parles? Je vois que tu nous as ramené des livres, notamment celui de Solitude. Et voilà. Oui, alors, effectivement, j'ai sorti, comme tu le disais, plusieurs romans. Les deux derniers, c'est Solitude de Enfance, volume 1, qui est sorti il y a 2 mois. Tout à fait. Akoni Yoruba, qui est un roman pour la jeunesse. Et le 15 avril de cette année, j'ai mon nouveau roman qui sort, qui s'appelle Voleur d'âme, qui est aussi un roman historique, qui se déroule durant la Seconde Guerre mondiale. Et ça, c'est pour la littérature. Ouais. Et pour le côté cinéma, je viens de tourner, il y a quelque temps, un pilote pour une série qui s'appelle La légende d'Akoni, qui est adaptée du livre Akoni Yoruba. Et en fait, on tournera la série entière cet été. J'ai réalisé le premier épisode. Et puis, ça a été tourné intégralement en Afrique, donc c'est une très belle expérience. C'est produit par Tcholeja Films. Mon éditeur, c'est Tcholeja Édition, c'est le même groupe. D'accord. Et c'est produit par Yasmina Fagbemi Edwards, qui est aussi mon éditrice. Voilà, pour Trop mon bien. actualité. Trop bien, tu es dans plusieurs champs, plusieurs médiums, et c'est intéressant justement. Et toi, en tant que historien et aussi en tant que créateur et artiste, parce que quand on crée, je veux dire, de la littérature ou même quand on crée des images, on est artiste de mon point de vue. C'est quoi ton rapport avec la joie? Et je te pose cette question-là parce que déjà, parce qu'on est dans la joie, mais aussi parce que tu traites de périodes qui sont quand même assez compliquées. Voleur d'âme, comme tu disais tout à l'heure, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, Solitude, Mulâtresse Solitude, sans vouloir spoiler le livre, c'est quand même un personnage qui est esclave. Quel est ton rapport à la joie dans ta création et puis même plus généralement quand on traite de ces questions? Alors, c'est une question super intéressante parce qu'en fait, contrairement à d'autres, quand je dis d'autres, il y a beaucoup de livres qui ont été faits aux États-Unis sur l'esclavage. D'accord. Un livre très connu, c'est Racine, que tout le monde connaît. Bien sûr. Qui est un livre, qui est un roman majeur. Mais moi, j'ai voulu sortir de ça en me disant, je dois traiter de cette période que je qualifierais de devoir de mémoire, naturellement. Bien sûr. Mais justement, en redonnant de l'humanité à la figure de l'esclave. Et l'humanité, ça passe aussi par la joie. Parce que, je me permets une petite parenthèse, quand les Européens sont arrivés en Afrique, ils sont d'abord arrivés au Ghana, où ils ont ouvert un premier comptoir qui s'appelait la Mine, parce qu'ils récupéraient de l'or. Les Français l'ont abandonné, les Portugais l'ont repris et l'ont appelé Mina, qui existe toujours. Et ensuite, ils ont jeté leur dévolu sur toute l'Afrique en ouvrant plus de 80 comptoirs. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est que la première chose qui s'est passée, et on a les sources, c'est que les Européens, surtout les Portugais, ont dit on ne comprend pas ce peuple, les peuples africains. Ils étaient au Cameroun, le Cameroun actuel, et ils ont dit ils sont toujours joyeux, en fait. On comprend pas comment on va les évangéliser parce qu'ils dansent, ils chantent. Alors c'est pas la caricature du noir qui danse et qui chante, c'est que dans la culture africaine, on danse, on chante, on célèbre, et on ne sait pas comment on va leur faire peur avec l'enfer parce que ça les effraie pas, et on sait pas comment on va les coloniser parce qu'ils sont toujours joyeux. Ils s'attendaient à voir des gens qui étaient tristes, qui étaient pauvres, qui étaient miséreux, et c'était pas le cas. Alors moi je suis parti de ce postulat en me disant
quand je traite de solitude, bien sûr que ce sont des faits dramatiques, bien sûr que l'esclavage est un génocide, mais j'y ai injecté de la joie, j'y ai injecté de l'amour, parce que avant d'être des esclaves, c'était d'abord des personnes. Bien sûr. Avec des sensibilités, avec des âmes, avec des cœurs. Et justement, le refus de la liberté, c'est aussi empêcher l'autre d'aimer, l'empêcher d'être heureux. Et la joie, c'est une partie intégrante. Parce que des fois, vous savez, vous avez des films qui ont traité de l'esclavage où il y a des esclaves qui chantent dans les champs. Et on se dit, mais pourquoi ils chantent Ils chantent pas nécessairement pour se plaindre, même s'il y a des chants gospel qui sont très tristes. Ils chantent aussi pour exprimer cette joie qu'on leur interdit, justement. Bien sûr. Parce que l'esclave se lève, il travaille du matin jusqu'au coucher du soleil. Eh bien, la joie existe quand même. Donc moi, j'ai pointé ça dans la majorité de mes ouvrages, même dans Voleurs d'âme qui sort dans quelques temps, même si ça se passe durant la Seconde Guerre mondiale et que ça parle des tirailleurs, etc., je voulais mettre de la joie parce que même dans les ténèbres, la joie peut être une lumière. Donc je l'ai mis en avant dans la plupart de mes ouvrages et même dans les réalisations cinématographiques que je fais en ce moment. Mais c'est très juste parce que je me souviens d'avoir lu un livre de Barbara Ehrenreich, je pense que je prononce... Ah bah voilà. Dancing in the Street. Ouais, voilà. Donc du coup on a lu le même livre. Donc du coup voilà, effectivement, où c'était une des manières, l'une des oppressions majeures, c'était effectivement comment on écrase ces rituels de joie, en fait, d'extase, et comment on amène aussi, comment on fait une mission évangélique, quoi, une mission dite civilisatrice, je dis bien dite, en cassant justement ces espaces d'extase, quoi. Donc et bon, on pourrait parler aussi des carnavals, etc. Ouais, c'est très juste. Et particulièrement là, tu nous as ramené du coup le livre de solitude. Qu'est-ce qui t'a fait t'intéresser à cette figure de manière plus précise, et pourquoi tu as voulu lui consacrer un livre, et notamment parler de son enfance en plus, puisqu'il a écrit l'enfance? Alors, solitude, pour faire court, tu peux faire long. Je rencontre l'histoire de solitude en Guadeloupe en 1999. J'étais à l'inauguration de la première statue qui lui a rendu hommage. Cette statue est en Guadeloupe, au boulevard des Héros, aux Abîmes, et la statue est enceinte, parce que Solitude a été pendue par la France le 29 novembre 1802. Elle était enceinte. En fait, elle a été capturée au mois de mai, lorsqu'il y a eu la guerre de Guadeloupe. Et comme elle était enceinte, et ce qu'elle avait dans le ventre, pour les colonisateurs, c'était quelque chose qui avait de la valeur. Donc ils ont attendu de la faire accoucher, et d'après les sources, ils l'ont pendue le lendemain. Donc, quand moi je vois cette statue enceinte, je connaissais l'histoire de Solitude à travers un roman qui avait été fait, qui s'appelle d'ailleurs La mulâtresse Solitude, par André Schwarzbach. Je lis ce roman, et là j'ai quelques frustrations en me disant... Mais finalement, on la connaît pas si bien que ça, parce que Solitude, on ne trouve des sources sur elle que dans le roman, enfin c'est pas un roman, c'est plutôt un essai de l'historien Auguste Lacour, qui était magistrat en Guadeloupe, qui a écrit en 5 volumes l'histoire de la Guadeloupe, et il dédie 15 lignes à peu près à Solitude, en disant simplement que c'était une folle, qui agitait une épée au-dessus de sa tête pour encourager à la révolte. C'est toujours des folles, de toute façon. Et qu'elle a été pendue. Alors moi, je me suis dit que réduire une femme qui vient à la potence en ayant accouché juste avant, à ça, c'est triste. Et du coup, j'ai fait le pari d'aller faire des recherches très rigoureuses. Ça m'a pris 10 ans. J'ai vraiment cherché, j'ai croisé des sources, etc. En m'appuyant sur des gazettes de l'époque, des archives, en essayant de trouver qui elle était, qui était sa mère, où était-elle en tant qu'esclave. J'ai réussi à trouver tout cela en tirant des fils. Et donc, j'ai sorti un premier ouvrage qui s'appelle Le Cri de l'innocence, qui est mon premier roman, qui faisait 650 pages, qui est assez dense. Et convaincu que j'étais dans la bonne voie, eh bien, j'ai sorti Solitude Enfance volume 1, c'est en 2 volumes. Le deuxième s'appelle Révolte. Et justement, tout le propos, c'était de redonner ce qu'on disait juste avant, son humanité à Solitude. Et je me suis servi de cette figure centrale, parce que je suis un afroféministe convaincu, et je me suis dit, en tant que femme noire, ce qu'elle incarne, c'est pour ça que moi je dis jamais mulâtresse, qui est un mot, entre guillemets, que les colons donnaient aux gens qui étaient mélangés, entre guillemets, et dans mon livre, je le cite, elle dit, on m'appelle mulâtresse comme si j'étais une mule, et que j'étais le mélange entre un cheval et une jument. Et en plus, la mule ne peut pas se reproduire. Et ce mot-là, je le trouve quand même, entre guillemets, à connotation raciste, hein, soyons très clairs. Mais c'est clair. Mais j'en veux à personne. Quand on dit la mulâtresse Solitude, bon, c'est pas très grave. Néanmoins, dans les hommages qui lui sont rendus, ils ont fait une statue d'elle, c'est la première femme noire qui est une statue à Paris, qui est dans le 17e arrondissement, qui a été faite en 2022. Il y a un timbre qui a été fait. Ah ouais, je savais même pas ça. Oui, il y a un timbre que la Poste a édité. C'était pour son anniversaire 1802-2022. D'accord. Et du coup, il n'y a aucun ouvrage vraiment très sérieux. Il y a une BD qui avait été faite, bon, des choses. Et moi, je me suis dit, bon, ok, ce qui a été fait, ça a été fait. Moi, j'ai fait injecter
de l'histoire, parce que je suis historien, bien sûr. de la vérité historique, mais au-delà de ça, me servir de Solitude comme catalyseur pour parler des autres femmes qui avaient autour d'elle. Parce que dans Solitude, on parle de Solitude, mais on parle aussi de sa mère, Ayomide, enlevée au Bénin, à l'époque c'était le Dahomey. On parle de sa mère qui est violée sur le navire négrier et qui arrive en Guadeloupe enceinte de Solitude. On parle de Josiane qui va l'accoucher, on parle de Thérèse, de Sabette, qu'on grandit avec elle. On parle de Marie-Rose Toto, la femme de Louis Delgrès, qui est un héros de la Résistance, qui va être conduit à la potence avec les jambes brisées, on va la porter. On parle de toutes ces femmes, justement, qui ont contribué à l'essor de la révolte. Parce que, vous savez, je le répète, enfin, pardon, tu le sais, on va se tutoyer, c'est mieux. Je le répète souvent, et souvent on ne m'entend pas. C'est pas audible. On dit toujours que c'est Victor Schœlcher qui a fait l'abolition en 1848, mais la vérité est ailleurs. Ce sont les nègres marrons, les résistants. Bien sûr. Solitude était une marron. Toutes ces femmes étaient des marrons. Et il y avait beaucoup de femmes. Et la femme aux Antilles a un poids très important dans la culture antillaise, la culture créole. Et donc c'est pour ça que je le redis, Solitude est un catalyseur qui permet de parler de toutes ces femmes, mais surtout, encore une fois, c'est pas un livre de victimisation. C'est un roman historique qui raconte son histoire, mais c'est surtout l'histoire de la résistance, l'histoire de la résilience et l'histoire du combat pour être libre. Parce que je le redis, sans être rébarbatif, Napoléon, quand il devient premier consul, la première décision qu'il prend avec l'influence des colons de l'époque, c'est de rétablir l'esclavage qui a été aboli en 1794. Et en 1802, il le rétablit, sans aucune justification. Et vous avez des gens qui sont libres depuis 6 ans, 7 ans, 8 ans. Il y en a même qui n'ont pas connu l'esclavage, parce qu'ils avaient 12 ans quand c'était aboli. Bien sûr. Et on leur dit tout d'un coup, stop, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis militaire. Arrête d'être libre. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis menuisier. Stop, tu retournes dans les champs de canne, tu vas couper la canne. Bah, y a un refus. Bien sûr. Et là, il y a une révolte. Bien sûr. Et Christophe Colomb, j'allais dire, non, Christophe Colomb a tué tout le monde en Guadeloupe quand il est arrivé, mais on parle d'un autre dictateur, mais Napoléon, l'ordre qu'il va donner, c'est tuer tout le monde. Il envoie le général Richepense avec un ordre très clair. Vous les exterminez tous et on va les remplacer par d'autres esclaves. Et la guerre de Guadeloupe qui a duré qu'1 mois, il y en a beaucoup, surtout les historiens, qui n'aiment pas qu'on dise la guerre de Guadeloupe. Oui, je trouvais ça intéressant aussi, l'usage du mot guerre de Guadeloupe. C'est une guerre. Bah, c'est Parce vrai. que, tu sais, Haïti a été la première république noire autoproclamée. Bien sûr. Mais avant, il y a eu la Guadeloupe. Louis Delgrès à Basse-Terre a proclamé la République de Guadeloupe. Ça n'a pas duré longtemps. Louis Delgrès, c'est un Martiniquais qui était colonel, c'est quand même un grand grade dans l'armée, c'est juste en dessous de général. Lui, il n'était même pas esclave, mais il a été révolté par le rétablissement de l'esclavage. Bien sûr. Parce que parmi ces hommes, il y avait beaucoup d'anciens esclaves, et à qui on dit, stop, retourne faire l'esclave. Et Joseph Ignace, qui était son adjoint, qui était un commandant, même chose. Lui a été esclave, a été nègre marron, et du coup, eux se sont révoltés, ils ont porté la révolte. Et on peut parler de guerre, parce qu'ils n'étaient pas beaucoup, ils avaient 3000 soldats, mais ils sont entrés en guerre frontalement. Mais c'est une guerre. Qu'ils ont perdu, mais ils n'ont pas perdu, ils ont perdu, parce que militairement, ils ont été vaincus. Bien sûr. Mais ce qu'ils ont gagné, c'est justement cette fierté de dire non. L'esclavage. Ils ont résisté. Même si la France a été la dernière nation européenne à abolir l'esclavage, les Anglais l'ont fait avant, les Hollandais l'ont fait. C'est les derniers. Et après, bon, ils ont poursuivi avec la colonisation. Voilà, c'est pour ça qu'il faut être fier de cet héritage-là, parce que, encore une fois, c'est l'humanité qui prime. C'est-à-dire, ce sont des personnes. Même s'ils ont été transportés d'Afrique aux Antilles, même s'il y en a qui étaient nés aux Antilles, ce sont d'abord des personnes avec l'envie de vivre et d'être libre et d'être joyeux. Et ce que je trouve encore plus intéressant, c'est aussi de dire, même s'ils ont perdu. Parce qu'il y a aussi ce truc, bon, il y a beaucoup de choses à dire, je pense, sur la question, il y a beaucoup de choses à dire en général, mais il y a beaucoup de choses à dire sur la question de la victimisation, mais même le fait que tu aies choisi quand même ce personnage de Solitude qui arrive quand même à la potence, et que tu dis, mais en fait, ce qui compte, c'est au-delà de... j'ai pas envie de dire la finalité de sa vie, mais au-delà de la finalité de sa vie, de la potence, en fait, ce qui compte, c'est qu'ils se sont levés, qu'ils se sont révoltés. Je trouve que c'est vraiment très fort, parce que parfois, il y a cette question, comme tu dis, il n'y a pas eu de guerre, et puis après, c'est à l'abolition. Il y a même un discours très, très, très prégnant qui dit, la France a donné la liberté aux esclaves aussi, hein. Enfin, c'est un peu un discours qu'on entend, hein. Infantilisant, très infantilisant, oui. Et puis du coup qui évidemment met de côté les questions des guerres. Et justement, j'aime vraiment beaucoup ce mot de la question de la guerre, parce que ça rend beaucoup plus clair aussi ce qui est en jeu. Et voilà, je trouve ça vraiment intéressant, ce personnage qui, même s'il meurt, ce qui est beau, ce qu'on admire, c'est son geste
d'être debout, en fait. D'ailleurs, on l'appelle la femme debout. Il y a une expression guadeloupéenne qui dit femme debout. Et tu sais, quand je commence Solitude, là, je spoil pas du tout. Dans les 10 premières pages, c'est sa pendaison. Parce que je me suis dit, si je finis par la pendaison, ce sera, comme tu disais, le point central. Bien sûr. Moi, je commence par sa pendaison. Elle est pendue. Donc, comme ça, j'ai éludé ça, parce qu'on le sait, c'est un fait historique. Et après, elle va avoir un espèce de flashback, mais qui finalement, on ne sait pas si elle rêve ou pas, mais elle va revoir toute sa vie. On dit que quand on meurt, on revoit toute sa vie. Et là, va la revoir comme une spectatrice. Elle va raconter ce qu'elle voit. Elle va voir sa mère sur le bateau. Elle va se voir naître. Elle va se voir vivre. Et elle raconte tout ça. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas comment elle est morte, c'est comment elle a vécu. Et c'est ça qu'on raconte, parce que c'est important. C'est clair. Alors, c'est des mots très forts que tu utilises. C'est aussi quand même c'est un discours qui est quand même très peu présent. J'ai envie de te poser la question, quelle a été la difficulté de créer ces œuvres dans l'espace médiatique actuel, en sachant que voilà, ça va contrebalancer beaucoup de discours, comme on le disait tout à l'heure, sur l'esclavage, sur l'abolition, sur comment on perçoit aussi les esclaves, enfin les personnes qui ont été mises en esclavage. Comment ça a été pris, comment ça a été perçu, comment tu es arrivé justement à la production de cet ouvrage? Et est-ce qu'il y a eu des difficultés, ou s'il y en a eu, comment tu les as surmontées? Alors, je vais être un peu surprenant en disant qu'au départ, Solitude, par exemple, en parlant de ce livre-là, c'était un film. Moi, avant d'écrire des livres, j'écris d'abord des films. D'accord, ouais. Je suis scénariste. Donc, quand j'écris Solitude, j'essaye de le faire produire avec des producteurs, etc. Et systématiquement, ce qu'on me renvoie, c'est bien. Mais il faudrait mettre, par exemple, un Français qui va sauver Solitude. Tu veux dire un blanc? Oui, un blanc. Voilà, ouais. J'aime pas catégoriser, parce que sinon on va me qualifier après de trancier. Oui. Ouais. Mais néanmoins, c'est un blanc. On me dit, ce serait bien de mettre un blanc qui sauverait Solitude. Ah, c'est vrai? Voilà, il y aurait une histoire d'amour avec elle. Donc moi, au début, je suis un peu... je leur dis, attendez, il y a des faits historiques. Donc du coup, le film, j'arrive pas à le monter comme je voudrais le faire, parce qu'on ne veut pas de noirs qui se battent ouvertement et qui résistent. C'est pas comme aux États-Unis, où ils sont très en avance sur la perception justement de la résistance, où ils ont fait la paix avec cette histoire-là et ils acceptent cette vérité. En France, on est plus qu'en retard. On a mis un voile. Alors du coup, quand j'ai envisagé de faire le livre, j'ai retravaillé, parce qu'un scénario, c'est à peu près 90 pages. Je fais mon livre. Le premier, c'est Le Cri de l'innocence. Le deuxième, c'est celui-là, Solitude. Et là, deuxième chose qui se passe, je l'envoie à beaucoup d'éditeurs qui sont dans une ligne éditoriale qui édite des romans historiques, parce qu'on les envoie à des éditeurs qui peuvent correspondre. Tous, la majorité, et des grands éditeurs de la place de Paris me disent, c'est bien, mais ce serait bien que tu enlèves déjà tout ce qui concerne son enfance. Bon, c'est pas intéressant, mais ce serait bien que tu mettes un Français, un blanc. Et je dis, attendez, vous êtes tous complices, vous connaissez tous? Non, parce qu'ils disent la même chose que les producteurs de cinéma. Mais des blancs qui sont gentils, qui vont l'aider, la prendre par la main. Et ils font tous une farandole et ils chantent des chansons. Je dis non, ça va pas le faire. Du coup, c'est pour ça que Tcholedja Édition existe, parce que Tcholedja Films, que j'ai cofondé avec Yasmina Fakbemi Edwards, au départ, c'est pour faire du cinéma. Et on arrivait à ce constat-là que c'est tellement compliqué d'éditer des livres qui permettent d'être livrés comme ça, entre guillemets, à des lecteurs qui ont envie de savoir la vérité, qui ont envie aussi d'apprendre leur histoire. Et je m'adresse aux afrodescendants et aux Africains, mais aussi même à des personnes de toute origine, qui ont envie d'apprendre l'histoire, parce que c'est l'histoire du monde. C'est un génocide qui n'a aucun équivalent dans l'histoire de l'humanité. On dit toujours 400 ans d'esclavage. C'est pas 400 ans, c'est 1300 ans. L'esclavage, ça commence au 7e siècle. C'est d'abord la traite arabo-musulmane, et ensuite, ou traite orientale, peu importe comment on la qualifie, la traite atlantique, la pire. Et après, on parle de traite intra-africaine. On dit que les Noirs se sont vendus entre eux, mais c'est 1300 ans. Il y a même des pays aujourd'hui, en Libye, il y a encore de l'esclavage. Il y en a dans les Émirats. Tout ça pour dire que moi, je peux pas trahir, entre guillemets, l'histoire avec quelque chose d'aussi grave que ce génocide qui a fait plus de 200 millions de victimes. Parce que, je fais une parenthèse, à la Sorbonne ou même au Collège de France, j'ai entendu des historiens dans des conférences, des historiens reconnus, qui m'ont dit ouvertement, la traite atlantique, c'est 11 millions de victimes. La traite arabo-musulmane, c'est 20 millions. La traite intra-africaine, c'est 17 millions. Et au milieu, pendant 400 ans, on a 11 millions de victimes. Alors déjà, moi, la première chose que je vais demander, c'est, ok, vous comptez comment ? Parce que quand vous arrivez dans un village, que vous tuez 400 personnes pour en capturer 10, ils sont comptés, ceux-là ? Non. Vous comptez ceux que vous jetez à la mer ?
Parce que quand on montait 400 esclaves sur un bateau, bah oui, on les parquait. Ouais, bien sûr. Il y en a presque 30 ou 40% qui étaient jetés à l'eau. Oui, bien sûr. On jetait les personnes âgées parce qu'on les faisait monter pour tranquilliser les jeunes. Ils étaient jetés systématiquement à la mer. Oh là là. Il y a ceux qui voulaient un peu se révolter parce qu'on les lavait à peu près une fois tous les 3 jours. On les lavait sur le pont. Il y en a qui se jetaient à l'eau, etc. Ça, c'est pas compté. Et ceux qui arrivent, qui sont morts de malnutrition, etc., ne sont pas comptés. Donc moi, je disais, on compte comment ? Première chose. Et deuxième chose, moi je disais toujours, Léopold de Belgique, Léopold II au Congo, c'est 20 millions de morts quasiment en 20 ou 30 ans. Là, en 400 ans, on n'en aurait que 11 millions. C'est clair. C'est surprenant. Mais juste pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux personnages, aux personnages blancs qu'il faudrait intégrer comme ça un peu ex nihilo, je trouve que c'est intéressant parce que même par rapport au lectorat, qu'il soit afrodescendant ou pas, c'est aussi une manière de voir le lectorat comme si le lectorat blanc ne pouvait pas aussi se reconnaître ou être intéressé par l'histoire de solitude telle quelle, en fait. Enfin, lectorat, je dis lectorat, ça peut être l'audience, du film, quoi. Comme s'il fallait absolument que la personne, que les personnes puissent se voir dans un personnage dit positif, pour pouvoir apprécier le film. Enfin, je trouve que c'est aussi une manière de voir l'audience et les personnes. Enfin, ça dit des choses des personnes blanches qui le disent, mais aussi ça dit des choses de comment les personnes blanches se voient entre elles et comment certains producteurs et certains justement pour appuyer se voient aussi. Pour appuyer ton propos, je reviens aux historiens entre guillemets reconnus qui m'ont dit, au-delà de la comptabilité des victimes, qui m'ont dit mais en Afrique vous n'avez pas la maturité pour raconter vos histoires parce que vous n'êtes pas historien. J'ai entendu ces propos-là. Oh mon Dieu. J'ai entendu ces propos-là. Pas très joyeux, là. Ouais, mais justement, quand j'ai entendu ces propos-là, moi je leur ai dit, attendez, vous connaissez peut-être pas Cheikh Anta Diop ou d'autres, hein, mais au-delà de ça, ou Théophile Obenga, mais au-delà de ça, moi je leur ai dit très clairement, et ça revient à ce que tu disais, c'est qu'il y a encore cette infantilisation. C'est-à-dire que afro-descendants africains, on peut pas raconter nos histoires. Et du coup, ce sont les Européens qui la racontent à notre place. Déjà, c'est consternant, mais il y a aussi un refus de la vérité. Quand Madame Taubira a fait des travaux pour faire reconnaître justement le génocide esclavagiste, ils ont mis une date symbolique, le 10 mai, bon, pas de souci, avec des célébrations, où d'ailleurs, curieusement, ils invitent pas des grandes figures, des historiens noirs, etc., des Antilles ou d'Afrique. C'est un peu toujours les mêmes qui font la fête entre eux. Mais surtout, ce qui est important, c'est que ce génocide esclavagiste, la véritable reconnaissance, elle passe par la connaissance de l'histoire. C'est pour ça que même un Français ou même un Européen qui va le lire, ce qu'il vient chercher, c'est pas des récits héroïques. Ce qu'il vient chercher, c'est la vérité historique de dire qui était Solitude, qui étaient les autres, c'est quoi la guerre de Guadeloupe. Mais il n'y a pas que ça. Il y a plein de sujets autour de l'esclavage qu'on peut traiter. On a l'impression que l'esclave, c'est celui qui dit « Ah, vous allez me mettre en esclavage, bon, je baisse la tête, j'y vais, je vais aller couper la canne. » Non, il y a eu de la résistance, il y a eu des guerres, il y a des héros en Afrique, il y a des grandes héroïnes, de grandes figures, que ce soit Nzinga ou d'autres, ou Tassingangbe ou Dahomey, mais on n'en parle pas. Et justement, pour vraiment répondre à la question, la difficulté majeure, c'est de pouvoir accéder à justement tout le monde en étant édité. Et c'est tellement compliqué parce qu'on vous demande de réécrire qu'il faut éditer soi-même. Il y a beaucoup d'écrivains qui sont afrodescendants ou africains qui sont édités par des éditeurs qui leur ressemblent. Et on est obligé d'en arriver là, tout simplement parce qu'il y a de la censure, on va pas se le cacher. Et puis quand vous racontez ça dans des émissions de télé, où moi j'en ai fait quelques-unes, eh bien vous avez derrière des gens qui vont vous dire « Non mais attends, quand même, t'y vas fort. Grâce à nous, voilà, on vous a apporté l'éducation, la civilisation. » Et là, je dis, ah, ok. C'est comme quand on vous parle de l'Algérie, on vous dit, ouais, mais en Algérie, quand même, on a fait des routes. Il y a eu des routes, ouais. Voilà, le truc des routes écoles, et des hôpitaux, quoi. Des hôpitaux. Mais non, je veux dire, ce sont des peuples avec des histoires. Bien sûr. Donc, du coup. Il n'y avait pas rien. Voilà, on n'arrêtera pas le travail. Les difficultés, c'est de passer au-dessus de ça en trouvant le moyen de se faire publier. Nous, on a réussi parce qu'on a monté une boîte d'édition et on continuera ce travail. Et puis, il y en a d'autres qui le font et on encourage ça. Puis, il faut aussi que les uns et les autres, on se soutienne et qu'on encourage justement à écrire. Après, bon, moi, je fais des romans historiques, mais toi, je sais que tu écris de la poésie, par exemple. Eh bien, c'est très bien. Il faut encourager ça aussi. Parce que la poésie, même si c'est pas historique, c'est une manière aussi de délivrer des émotions. Totalement. Et de raconter aussi quelque chose qui t'appartient, dans ton héritage, dans ta culture. Totalement. Et il faut encourager tout ça. Totalement. Voilà. Je pense qu'on pourrait en parler pendant encore des heures. Et je pourrais aussi faire, évidemment, une propagande politique que je continue dans Roi la Joie, évidemment. Mais je voulais te demander, tu vois, est-ce que tu penses que... est-ce que la joie
dans un contexte où effectivement c'est quand même un contexte difficile, où il faut aller chercher une vérité historique qui reste quand même dure. On a eu à peine le temps d'en parler, mais on a parlé de choses qui sont quand même très dures, très vivaces, et où il y a beaucoup de résistance en face. Comme tu dis, tu parlais d'un voile, moi je pense à un mur même, je pense à un mur de béton face à nous. Est-ce que tu penses que la joie peut quand même être un moteur de guérison, à la fois individuelle, mais aussi collective, à la fois dans les communautés afrodescendantes, mais de manière plus générale? Je te pose cette question parce que, encore une fois, il y a encore plein de plaies, évidemment, à suturer, plein de blessures qui restent là. Est-ce que tu peux imaginer la joie comme un moyen de guérison? Oui, tout à fait, parce que je ferai un parallèle avec le film La vie est belle sur la Shoah, où c'est une comédie, et on voit quoi? On voit quelqu'un qui fait croire à son fils qu'il n'est pas dans un camp de concentration, et que tout ça c'est un spectacle. Et il se déguise en clown, etc. Il a été primé, il a eu une palme d'or à Cannes. J'ai envie de dire, dans l'histoire de l'esclavage, on peut faire la même chose. Je parlerai pas de Casse Départ, où c'est une comédie où il rit sur l'esclavage, c'est un autre point de vue. Il a le mérite d'exister. Néanmoins, on peut parler de la joie parce que, comme je disais, tout mon travail, c'est de redonner l'humanité. Et l'humanité, ça passe par quoi? Par le sentiment. Et au lieu d'être constamment dans la tristesse, la victimisation, même si ça existe, la tristesse, même s'il y a des douleurs qui sont incroyablement injustes, bien sûr, il faut garder à l'esprit que ce sont des personnes qui ont le droit d'aimer, le droit de s'aimer, le droit d'être joyeux. Donc moi, je l'injecte dans mes livres, je l'injecte dans mon travail, mais après, j'oublie pas, bien sûr, je dis toujours... Il ne faut pas oublier, on parle de devoir de mémoire, moi je parlais aussi de devoir de savoir. Ce qu'on doit savoir, c'est que ces gens-là ont résisté, mais qu'ils étaient heureux aussi à leur façon. Que ce soit en Guadeloupe ou ailleurs, ou même en Afrique, il y a ce bonheur et cette joie qui doit toujours être en filigrane. Parce que c'est persisté, waouh. Oui. Donc tout mon travail est là. C'est de mettre cette joie, parce que cette émission... C'est en la joie. Voilà, elle parle de la joie, mais la joie, c'est pas juste d'éclater de rire. Bien sûr. La joie, c'est la joie de se réveiller le matin en étant libre. C'est la joie de pouvoir avoir des enfants parce que ça leur a été interdit. C'est la joie de se marier, enfin d'aimer quelqu'un d'autre, de s'unir à quelqu'un. Ça leur a été interdit. On ne voulait pas qu'ils aient de sentiments. Ils étaient considérés comme des bêtes. Des biens meubles. Le Code noir français, article 44, ce sont des meubles. Un meuble n'a pas d'âme. Un meuble n'a pas de droit d'être joyeux. Un meuble n'est pas joyeux. C'est clair. Une commode va jamais se mettre à rire. C'est clair. Donc du coup, c'est pas vrai, c'est pas des meubles. Parce qu'ils ont la joie. Et ils ont aussi des larmes et ils ont de la tristesse. Mais la joie doit être quand même revendiquée comme un outil, justement, qui serait de dire, voilà, je suis joyeux. Tu me fais ça, bah je suis joyeux quand même. Tu mets en esclavage, je suis joyeux quand même. Et puis du coup, la joie, du point de vue des esclaves, c'est révolutionnaire en fait. Oui, oui, c'est vrai. Puisque c'est des biens meubles, quelque part, c'est obtenu d'autres luttes aussi, quoi. Bah, tu sais, quand on fouettait un esclave, le fouet a une grande symbolique, que ce soit aux États-Unis ou aux Antilles, ou au Brésil ou en Guyane, ou à La Réunion. Quand on fouettait un esclave, on voulait faire peur aux autres. Bien sûr. Il y a des récits d'esclaves, où c'est documenté dans des gazettes, qui riaient quand ils se faisaient fouetter. Qui riaient. Quand on prend Denzel Washington dans son film Glory, qui l'a fait le plus connaître au tout début de sa carrière, il y a une scène où il se fait fouetter parce qu'il a volé des chaussures. Il regarde celui qui a ordonné qu'on le fouette, là, l'officier, parce qu'il rentre dans l'armée. Il le regarde, il lui sourit et il lâche une larme. Et là, il incarne quelque part une espèce de joie face à cette banalité de se faire fouetter. Parce que se faire fouetter, c'est abominable, ça fait mal, etc. Et ben, je vais pas dire qu'il rit, parce que dans cette scène-là, il pleure, mais il a une joie qu'on peut détecter. Et ben, ça m'a renvoyé à ces sources que j'ai trouvées, où il y a des esclaves qui riaient. Il y a même des esclaves qui riaient quand ils étaient condamnés à mort, qui arrivaient en riant à la potence. Parce que c'est pas un rire nerveux en se disant, bon, bah voilà, je ris parce que je vais mourir, ou je ris parce qu'on me fouette. C'est parce que les autres me regardent. C'est un rire pour les autres. Bah, les autres me regardent. Qu'est-ce que je fais? Je pleure et je baisse la tête? Non, je ris. Donc j'exprime de la joie. Donc on peut trouver de la joie même dans les moments les plus sombres. Et quelque part, c'est un espèce de fil d'Ariane dans les ténèbres de toutes ces douleurs, de toutes ces souffrances. Et c'est pour ça que je ne parle jamais de victimisation. Je parle de revendication. En me disant, on doit revendiquer l'histoire, on doit la raconter sans se victimiser, parce qu'on n'est pas des victimes. On est d'abord des personnes qui ont façonné l'histoire de l'humanité, parce que l'humanité est née en Afrique. Et j'ai toujours tendance à rappeler que la première bibliothèque au monde, c'est Tombouctou, c'est Alexandrie. La première université, c'est en Afrique. Bien sûr. Premier hôpital, c'est en Afrique. Après, il ne s'agit pas de faire un concours en disant on a tout fait. Non, c'est bien sûr pas ça, mais... Mais on part de l'Afrique. C'est la mère du monde. Donc, le réduire à l'esclavage, vous savez, pardon, je dis vous parce que je m'adresse aussi à l'audience. Quand je publie du contenu sur mes réseaux sociaux,
souvent, j'ai ce commentaire qui dit « Mais tu vas arrêter de parler du passé. On va pas avancer, tu parles que de l'esclavage. On va pas avancer, on est attaché à ça. » Non, et je réponds toujours « Attends, regarde déjà la vidéo. Je raconte pas « Pauvre solitude qui regarde par terre, je suis une victime. Je suis une résistante, je me suis battue. Connaissez mon histoire. » Et d'autres femmes. Je suis toujours debout. Voilà, et je suis debout face à l'adversité. Donc c'est pas de renier son passé, c'est de comprendre le passé pour savoir où on est dans le présent, pour avancer sereinement dans le futur. Parce qu'on est condamné à vivre tous ensemble, quelle que soit sa couleur. Donc en vérité, il y a un message universel, mais cette joie-là, elle est indicible partout. Parce que quand on met des enfants de 3 ans tous ensemble, il n'y a pas un enfant qui va dire « Mais lui, il est noir, je joue pas avec lui. » Ou « Lui, c'est un asiatique, je joue pas avec lui. » Bien sûr. Non, ils vont être joyeux tous ensemble parce qu'ils ont encore cette innocence. Donc pour pouvoir la retrouver, il faut faire la paix avec son passé, mais pour faire la paix, faut-il encore le connaître. Donc c'est tout mon travail. Merci beaucoup, Gabriel. Merci. On pourrait parler de ça pendant des heures, et je garde ces esclaves qui riaient en allant à la potence pour les autres. Oui. Merci. Et pour finir, la joie, elle est à qui, Gabriel? Alors la joie, oui, elle est dans tout ce qu'on peut... dans tout ce qu'on peut entreprendre en y mettant nous-mêmes de la joie. Parce que si on ne va pas chercher la joie qu'on a, si on ne se rappelle pas de l'enfant qu'on était quand on était plus jeune, et qu'on ne va pas chercher des souvenirs auprès de notre maman, auprès de notre papa ou de n'importe qui, notre compagnon, enfin ce qu'on veut, on peut aller chercher de la joie et l'injecter dans ce qu'on fait. Et si on le fait, ça ouvre des portes. Parce que la joie, c'est une clé. La joie, c'est une clé. Et la porte, c'est le bonheur. Donc c'est la clé qui va ouvrir la porte du bonheur, justement. Et il en faut constamment. Merci, Gabriel. C'est moi.